coulisses du village de la Paix. 22 mai 2024. À l'Institut Lemonnier. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast dédié au village de la Paix de l'Institut Lemonnier. Il a eu lieu le mercredi 22 mai 2024. Dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement, l'Institut rend hommage aux 8 élèves et leurs enseignants morts en 1944. Pour ce faire, nous irons à la rencontre des élèves ayant réalisé des travaux d'histoire sur des sujets différents dans un but précis, celui du devoir de mémoire. Mais avant de commencer notre périple, une cérémonie de commémoration avec l'ensemble des partenaires pour se souvenir de ces personnes et de ne pas oublier les horreurs de la guerre. Avec le Souvenir français du Calvados, l'Union nationale des officiers de réserve du Calvados, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du Calvados, les centres d'information et de recrutement des forces armées, la ville de Caen, la région Normandie, le service historique de la défense, division des archives des conflits contemporains, l'évêché de Bayeux-Lisieux, l'association des anciens et amis de Don Bosco de l'Institut Lemonnier. La cérémonie à laquelle nous allons participer se déroule en hommage aux victimes des bombardements de juin 1944. Elle est placée sous la présidence de Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, en présence des autorités civiles et militaires du département. Elle comprendra les temps suivants: le discours d'accueil du directeur général, les lectures des témoignages par les élèves français et allemands, les discours des autorités, le dévoilement du monument, la lecture des noms des victimes, le dépôt des roses par les élèves, les dépôts de gerbes, la sonnerie aux morts suivie d'une minute de silence et de la Marseillaise, le salut au porte-drapeau et aux participants. Et pour débuter cette cérémonie, nous écoutons Benoît Bernard, directeur général de l'Institut Lemonnier. Monseigneur, Monsieur le conseiller municipal, Monsieur le député, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le délégué de tutelle, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs et chers élèves, en cette année de commémoration des 80 ans du débarquement, il a été choisi de se souvenir des victimes civiles de l'Institut Lemonnier. 8 jeunes et 1 enseignant sont morts sur les bombardements du mois de juin au mois d'août 1944 lors de la sanglante bataille de Normandie. Nous leur rendons hommage aujourd'hui. Le 6 juin 1944 reste pour nous tous un instant de gloire et de joie, celui d'une libération tant attendue après 4 années d'oppression et de privation, de peur et d'incertitude. Ce fut également un moment douloureux pour beaucoup, civils comme militaires. Les Normands ont été durement touchés et ont payé un prix élevé pour être libérés. Depuis le mois de septembre 2023, un comité de pilotage constitué d'enseignants et de membres d'associations patriotiques et les anciens élèves de l'établissement s'est mis en marche pour penser cette journée de commémoration. Madame Yvette Pichard s'est attelée à la réalisation du monument qui va être dévoilé tout à l'heure, qu'elle en soit grandement remerciée. Des élèves de seconde générale du lycée agricole se sont emparés des témoignages d'élèves témoins de ces heures cruciales et les ont relus avec leur regard d'aujourd'hui. D'autres ont participé activement à l'installation de la stèle, placée au centre de l'Institut, comme signe toujours visible que nous n'oublions pas et que nous nous tournons toujours résolument vers un avenir de paix et d'espérance. Des jeunes ont également créé un pins commémoratif au sein de leur mini-entreprise. Nous le portons tous aujourd'hui. Que chacun, tous, jeunes, enseignants, adultes, soient remerciés devant vous ce matin. Il s'agit bien d'un cheminement de l'ensemble de l'établissement pour se souvenir. Nous plaçons ce 22 mai 2024 sous la double dimension de la transmission et de l'engagement. La transmission pour ne pas oublier, l'engagement pour promouvoir la paix. Notre devoir aujourd'hui, alors que la guerre menace de nouveau l'Europe, reste celui de l'espoir et de la confiance. La paix n'est pas un projet, elle est notre quotidien précieux et fragile qu'il nous faut protéger. Je vous remercie. Lecture de texte des élèves avec un témoignage extrait du Père Guilherme, Jean Bayon et François Claude Debotte.
Nous allons bien sûr citer les élèves de l'Institut, Juliette, Luca, Baptiste, Safa, Jules, accompagnés de leur professeur d'histoire, Thierry Bogaki. Dans le bulletin Les Échos de l'Institut, de l'année scolaire 1945-1944, le directeur de l'Institut, le père Guilherme, m'écrit « C'est la première fois depuis mon arrivée à l'Institut Le Monnier que j'ai l'avantage de m'adresser à vous, par l'intermédiaire de notre bulletin ressuscité. L'ouragan est passé, jetant par terre les 4/5e de l'établissement et abîmant affreusement le reste. L'atelier de menuiserie a complètement disparu, ainsi que les coins des machines à la mécanique. 6 dortoirs, toutes classes, toutes les études, la bibliothèque des professeurs et celle des élèves, l'infirmerie, les douches, la buanderie, la cave, sans compter mon bureau et celui du père économe. » Jean Bayon, élève de 17 ans à l'Institut Le Monnier et présent à l'Institut en 1944, écrit après la guerre. Avec 60 ans de recul, ce brusque contraste avec la réalité de la guerre n'a jamais quitté mon esprit au-delà de quelques jours. J'allais sur mes 18 ans, adolescent fragile et nullement préparé à ces événements par la vie de la pension à l'Institut, qui nous mettait en retrait des conséquences du conflit. Notre but était l'incontournable CAP et rien d'autre. Nous avons aussi eu la chance d'entendre des textes d'élèves venus d'Allemagne, Sophie et Franziska, élèves allemandes du Neues Gymnasium de Rüsselsheim, accompagnés de leur professeur, Madame Dorothée Rapp et Monsieur Robert Wagner. Voici un extrait du journal intime de Pierre Couillet. Il était prisonnier de guerre français et a vécu la fin de la guerre en Allemagne dans notre vie. Le 6 juin 1944, au cours de la matinée, on apprend le débarquement des Alliés en Normandie. Le 20 juillet 1944, 11h13, bombardement par les avions américains. La ville est en ruine. Il y a à peu près 300 mortes et 900 personnes sans domicile. L'entreprise d'Opel est gravement touchée. Heureusement, il n'y a presque pas de victimes françaises parmi les mortes et les blessés. Pendant le bombardement, Job, Boncon et moi ont trouvé un soldat allemand qui est blessé. On l'emmène dans l'abri. Plus tard, une ambulance du militaire vient pour le chercher. Le 13 août 1944, bombardement à minuit et demi. Rüsselsheim est bombardé pendant 53 minutes. La maison où on se trouve est secouée de tous les côtés. L'intérieur de la maison est en flammes. La maison des voisins brûle aussi. Une bombe a enfoncé le toit de la maison voisine et a déclenché le feu. On essaye d'éteindre le feu avec le matériel qu'on trouve dans l'escalier. Les pompiers arrivent. La maison est sauvée. Le 24 mars 1945, les Américains sont à Trebourg, une commune à côté de Rüsselsheim. Ils y luttent. Trebourg est occupé par les Américains, perdu de nouveau conquis, 7 fois de suite, jusqu'à sa libération finale. Le 25 mars 1945, on est à la sortie du village Rüsselsheim quand nous voyons les premières troupes américaines qui arrivent, avec un drapeau américain et un drapeau français qu'on a fabriqué nous-mêmes. On va à leur rencontre. Et juste avant de dévoiler la stèle ainsi que la dépose de gerbes près de cette dernière, Morgane Taillebosque, conseiller municipal et représentant de Joël Bruno à la ville de Caen, a tenu à prendre la parole afin d'évoquer le sujet. Il y a 80 ans, le 6 juin 1944, un déluge de bombes s'abattait sur la ville de Caen. Prélude à la libération, le 7 juillet, ce sont 2500 tonnes de bombes qui pulvérisent les quartiers du centre de la ville. S'ensuivirent de longs et intenses combats jusqu'à la libération totale de la ville par les troupes anglo-canadiennes le 19 juillet 1944. Plus de 2000 civils canais perdirent la vie durant ce mois et demi de combats et de bombardements. Parmi ces civils, de jeunes enfants, des élèves et des professeurs. Fondé en 1926, l'Institut Le Monnier est touché de plein fouet par les bombardements. À l'été 1944, il sera totalement sinistré. En cette journée d'hommage, nous sommes réunis pour honorer la mémoire de ces élèves et professeurs de l'Institut Le Monnier qui ont péri dans les terribles bombardements de juin 1944, ici à Caen. Cette stèle, que nous allons dévoiler dans quelques instants, est érigée en leur mémoire. Elle incarne le souvenir de ceux qui étaient simplement en quête de paix et de connaissance. Permettez-moi tout d'abord de remercier M. Alain Miret, professeur à l'Institut et porte-drapeau du souvenir français d'Audrieux, à l'origine de cette cérémonie. Également M.
Benoît Bernard, directeur de l'Institut Le Monnier, pour son investissement dans l'organisation de cet événement au sein de son établissement. Et enfin, l'ensemble des élèves, pour leur implication passionnée à cet hommage. C'est avec une profonde émotion que nous venons d'entendre les témoignages lus par les élèves de l'Institut, qui résonneront encore longtemps dans nos esprits. La ville de Caen a initié un travail de mémoire dans le cadre d'un appel à projet avec les écoles de la ville. En cette année anniversaire du débarquement, les écoles de Caen ont construit un remarquable travail autour de la mémoire. Je pense au travail réalisé par le lycée Malherbe, en hommage à Pierre Odiger et Alexis Lelièvre, résistants et tous deux anciens camarades du lycée Malherbe, au lycée Victor Lépine et à son travail en hommage à Fred Scamaroni. La cérémonie solennelle du 6 juin prochain mettra en honneur l'ensemble des travaux réalisés par les écoles de notre ville. Leur participation est à ce titre un symbole fort, celui de la volonté de construire une mémoire collective autour de valeurs partagées et d'un passage de témoin de la grande génération à la génération qui lui succède. Transmettre les enseignements de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est permettre à ce que l'histoire fasse sens auprès des jeunes générations et qu'elle éveille leur conscience. Les élèves ont pu ainsi apprendre, comprendre, pour pouvoir à leur tour devenir acteurs de la transmission du souvenir. Ainsi, j'ai souhaité témoigner notre reconnaissance aux corps enseignants qui ont eu à cœur de guider leurs élèves tout au long de l'année dans cette démarche fondamentale pour l'avenir de notre pays. Vous avez, plus encore que chacun d'entre nous, la responsabilité de former de jeunes citoyens vigilants, éclairés, héritiers de leur passé. Mesdames et messieurs les professeurs, vous faites au quotidien un travail de fond exemplaire qui mérite d'être souligné. Soyons dignes du sacrifice de nos libérateurs, continuons à rappeler encore et encore ces moments terribles de notre histoire et défendons résolument la paix, la fraternité et la démocratie. Je vous remercie. Dépôt de gerbe par M. André Journet, accompagné de son petit-fils Yanis, élève de l'Institut. Dépôt de gerbe par M. Jacques Fierville, membre du conseil d'administration. Dépôt de gerbe par M. Wilfried Bondis, président du comité du souvenir français de Lyon-sur-Mer, dont l'un des porte-drapeaux est également élève de l'Institut. Ce que nous entendons derrière, c'est la dépose des gerbes près de la stèle érigée par Yvette Pichard, en mémoire des civils de l'Institut Le Monnier, morts sous les bombardements de juin à août 1944. Jean Blassi, 14 ans. Paul Dudoué, 16 ans. Jacques Goulet, 15 ans. Louis Hervieux, 16 ans. Bernard Mariette, 16 ans. André Rosé, 16 ans. Roland Salle, 15 ans. François Vicnet, 17 ans. Alfred Pinchon, 77 ans. Il y a un regard croisé entre les élèves d'aujourd'hui et les élèves de l'Institut Le Monnier de 44. Et en fait, quand on a travaillé là-dessus, c'est d'ailleurs Baptiste qui l'a dit, qui a mis tout ça en relief en disant ça aurait pu être nous en fait en 44. Voilà, c'était surtout ça, mais l'objectif aussi, c'est plus pédagogiquement, c'était de leur montrer comment on fait un travail d'historien en se basant sur des sources. Ils ont travaillé aux archives des victimes des conflits contemporains. Ils ont étudié 5 dossiers de victimes civiles d'élèves de l'Institut Le Monnier, enfin 4 élèves et 1 enseignant. Oui.
Ils ont travaillé sur les 2 témoignages recueillis d'anciens élèves qui s'en sont sortis et qui ont après écrit ce qu'ils ont déroulé. C'est Jean Blassy et François-Claude Debout. On a beaucoup travaillé sur ces témoignages. On a travaillé sur le contexte général, notamment en allant au musée des victimes civiles de Falaise. On a travaillé sur différents ouvrages et on a collecté les photos avec la base qu'on avait de l'ADB, des amis des anciens Don Bosco, qui avaient tout un recueil de photos. Donc en fait la base des élèves, c'était de recontextualiser, faire un parallèle, sélectionner des passages des 2 témoignages qu'ils avaient et l'illustrer avec les photos. Et c'est l'idée du recueil qui est chronologique en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on on part du 5 juin jusqu'à la fin janvier, parce que parmi les 2 témoignages, ils n'ont pas tout à fait le même parcours. Oui. Parce que François-Claude Debout est jeune, il a 14 ans. À l'époque, on pouvait rentrer à l'Institut Le Monnier qu'à partir de 14 ans. Oui. Jean Bayon, lui, a 17 ans. Oui. Donc François-Claude Debout, il suit à partir de début juillet l'exode qu'organise le père Guilherme. Oui. Donc il se réfugie à Giel, à l'orphelinat. Donc ils partent d'ici jusqu'à Giel. Et Jean Bayon, lui, il est blessé à la jambe, donc il ne peut pas marcher. Donc il attend un peu, mais il arrive par la suite à rentrer à Bayeux et il retrouve sa mère à Mollet-Litry, qui le pensait mort parce qu'elle avait appris que la ville de Caen avait été bombardée, que le secteur rue Picassière avait été bombardé, et donc elle le pense mort. Au final, on a découvert beaucoup de choses. On ne pensait pas que des anciens élèves comme nous, de notre âge, avaient vécu autant de choses. Parce que c'est vrai qu'en fait, au final, on n'en parle pas, parce que c'est des élèves. Mais ils ont quand même eu la mention mort pour la France, parce qu'ils se sont battus pour leur établissement et ils ont aidé à la reconstruction. Et au final, ça a apporté plein de choses, plein de cultures et d'apprendre de nouvelles choses sur ce qui s'est passé avant. En soi, non, ça a été, je dirais pas compliqué ni simple, c'était un peu entre les deux. Et on a surtout travaillé aux archives du département, où là on a étudié les dossiers des personnes décédées, des élèves et du professeur de l'Institut Le Monnier. Et là on a retrouvé date de mention mort pour la France et leur date de décès, les circonstances, tout ça. Quand ils nous ont parlé de ce projet, je ne pensais pas que ça allait être aussi important et aller aussi loin. Mais avec le recul, je suis contente d'avoir fait ça. C'était très intéressant de savoir autant sur l'école avant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça vous a fait de commémorer le 80e ici à l'Institut Le Monnier avec autant de personnes, de personnalités en tant que jeune? Racontez-nous un peu votre expérience. Personnellement, je trouve ça assez gratifiant de voir notre travail aboutir jusque-là. C'est honorable. Ça change de ce qu'on fait d'habitude, parce que souvent on a une scolarité souvent très ordinaire et pour le tour là on a un projet qui mène à notre recueil, à la cérémonie, et ça change de l'ordinaire. Est-ce que tu as la sensation d'avoir accompli un devoir de mémoire? Oui aussi, personnellement je le garde. Il y a comme un côté de rapprochement par le lieu qui se fait en disant que si on aurait été 80 ans en arrière, on aurait pu être à leur place. Donc, oui, je pense que j'ai aussi fait un devoir de mémoire. Pareil, j'ai rien à rajouter. C'était très intéressant et d'une certaine façon, on se sent important. On a pu rappeler à tout le monde de cette génération qu'avant eux, il y a eu d'autres personnes qui ont battu pour ce lycée. Après ce beau témoignage que nous a partagé Thierry Bogaki ainsi que ses élèves, j'ai eu la chance d'aller à la rencontre de ces élèves allemands ainsi que de ses professeurs pour un peu découvrir leur culture d'une certaine manière et aussi comprendre ce que ça leur fait à eux d'être ici.
Normalement, en Allemagne, ce n'est pas un internat. Ça, c'est pourquoi c'est plus grand que mon école. Les commémorations du 80e anniversaire du débarquement, quel effet ça t'a fait? Ich fand es sehr imposant, wie das aufgezogen wurde mit den ganzen formellen Leuten, die auch daran teilgenommen haben. La cérémonie nous a montré que cet événement a encore une importance historique dont il faut se rendre compte, que c'était un moment important de participer à cette cérémonie. Immer noch darüber reden muss, auch wenn es jetzt schon 80 Jahre her ist. Je trouve que la cérémonie était très émotionnelle parce que j'ai aussi vu un homme qui a pleuré et on peut voir qui a une grande importance de parler de ce sujet et la Grande Guerre en général, oui. Et aussi la responsabilité que les Allemands ont. Est-ce que les commémorations ici en France ressemblent à celles que tu vis en Allemagne également? À mon avis, ce n'est pas le même. Quand nous avons la commémoration en camp, parce que en Allemagne nous avons seulement le Parlement très différent, oui, comme ça. Et je pense que c'est très important pour faire une commémoration, pardon. Comme ça, parce que on doit remémoriser le passé et d'apprendre de le passé, de devoir de mémoire, oui, pour la future, pour les autres générations. Je suis avec Dorothée Rapp qui est enseignante de français dans un lycée près de Francfort. Vous êtes venue avec vos élèves allemands, on a pu les entendre il y a quelques instants. Vous avez un programme très chargé, vous êtes là depuis quelques jours et vous allez repartir à la fin de la semaine. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait de voir tous vos élèves ici peut-être émerveillés par l'événement à l'Institut Le Monnier? Pour nous, c'était un grand honneur de pouvoir participer à la cérémonie parce qu'avant, on avait travaillé sur le passé franco-allemand, sur les étapes importantes dans notre cours, donc de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de la France occupée et puis aussi de la Libération. Et on a poursuivi ce sujet avec le traité de l'Élysée pour voir comment la réconciliation a fonctionné. Et c'est ici, sur les lieux, pour nos élèves, un moment très important de découvrir les sites historiques comme les plages de débarquement. Qu'est-ce que vous avez fait depuis déjà le début de la semaine? Qu'est-ce que vous avez visité? Hier, on a pu visiter les plages de débarquement, le point d'appui sur Ohama Beach. Et puis, on a visité après le cimetière américain et après le cimetière allemand. Et on a eu une très, très grande chance que les élèves français ont préparé une visite guidée pour nos élèves allemands. Ils ont choisi des personnages importants pour présenter leur parcours de vie et pour mettre en évidence les relations franco-allemandes qu'on voit à travers leur vie. La suite du programme? La suite du programme, ça sera pour demain encore des lieux historiques ici dans le coin. Et puis pour vendredi, la visite du mémorial de Caen. Et puis après, un petit tour au centre-ville pour découvrir non seulement le passé, mais aussi l'avenir et la ville actuelle. Et vos élèves, c'est la première fois qu'ils voyagent ici en France? Pour mes élèves, effectivement, c'est le premier voyage en France. Pour moi, personnellement, non. On va souhaiter une très belle continuation et en tout cas, merci d'avoir répondu à ma question. Merci à vous. Alors, je suis avec Yvette Pichard. Yvette Pichard, ça ne vous dit peut-être rien, mais quand on va parler du sujet qui vient juste après, ça va vous parler un petit peu plus. Parce que Yvette Pichard, c'est tout simplement la créatrice de la stèle qui réside actuellement au centre de l'Institut Le Monnier, de la stèle commémorative avec le nom de toutes les victimes. Bonjour Yvette. Bonjour. En quelques termes, comment ça s'est passé le contact avec l'Institut Le Monnier? Comment ils vous ont contacté? Par l'intermédiaire d'une amie qui travaille elle-même à l'Institut, qui me connaissait, qui savait ce que je faisais comme sculpture et qui a servi d'intermédiaire pour me proposer de sculpter la stèle. Comment ça s'est passé la création de cette sculpture? Alors j'ai fait plusieurs propositions sur dessin.
Une a été retenue par le comité de pilotage de la commémoration et j'ai commandé la pierre, elle a été livrée chez moi et j'ai sculpté chez moi depuis fin décembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représente cette pierre ? Alors cette pierre, elle se calque sur le logo de l'Institut Le Monnier où ce sont des bras lancés vers le ciel avec comme des balles au milieu des bras. Donc j'ai repris cette symbolique en mélangeant des branches de bois comme un grand fagot mélangé et où on a remis les ronds qui représentent les visages des 9 victimes des bombardements. Moi, je trouve que ça a été une très très belle cérémonie avec beaucoup d'émotion. Voilà, vous avez pu les entendre, les acteurs de cette cérémonie et qui seront à jamais gravés dans la mémoire. On va poursuivre ce podcast avec tout d'abord une présentation de différentes structures qu'on a pu rencontrer, notamment de l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale également, que vous allez pouvoir découvrir ici. Ils étaient présents à l'Institut Le Monnier pour présenter leur structure, aussi pour pouvoir, pourquoi pas, recruter un jour de futurs recrues. Puis ensuite, nous irons dans les ateliers, différents ateliers, il y en avait 8 au total, pour découvrir la production des élèves. On vous laisse écouter, bien sûr. Je suis avec Jonathan de l'armée de l'air et de l'espace qui va pouvoir nous présenter un petit peu ses fonctions ici et ce qu'il fait à l'Institut Le Monnier. Bonjour Jonathan. Bonjour Toucan, ravi de vous rencontrer sur ce site. Je suis l'adjoint au chef Jonathan, je suis l'adjoint au chef du centre d'information et de recrutement des forces armées pour le bureau R à Caen, situé au quartier Lorge. Donc on est aujourd'hui ici à l'Institut Le Monnier pour communier justement la mort d'élèves et d'un professeur lors des bombardements du débarquement. Ce qui fait plaisir puisque le devoir de mémoire est quand même très important, surtout auprès des jeunes aujourd'hui. Donc nous, on a amené le camion de recrutement pour un peu promouvoir les différents métiers qu'on peut retrouver dans l'armée de l'air. Bien sûr, pilote, c'est ce qui est mis en avant la plupart du temps. C'est le métier qui fait rêver, c'est vrai. Mais derrière, comme on dit souvent chez nous, pour un pilote en vol, on a 26 personnes au sol. Et là, on va avoir plus de 13 domaines différents de compétences et de spécialités avec plus de 50 métiers différents. Pour 2024, on recrute environ 4000 personnes, donc ça reste un recrutement de forte importance. Donc après, on peut voir les domaines ensemble. L'armée de l'air, une des armées les plus jeunes des 4 armées, puisqu'elle a été créée le 2 juillet 1934. J'en profite pour faire la promotion, puisqu'on fête nos 90 ans aujourd'hui. Donc j'invite tout le monde à un petit peu se renseigner, parce qu'il y aura des événements pour fêter tout ça. Voilà. Donc les armées, c'est quoi ? C'est avant tout 3 statuts. Peu importe l'armée dans laquelle vous allez postuler, c'est toujours militaire du rang, sous-officier et officier. Militaire du rang à partir du niveau 3e, CAP, BEP, voire plus. Sous-officier à partir de bac jusqu'à bac plus 2 et officier à partir de bac plus 3. Militaire du rang et sous-officier, on forme dans les spécialités. Officier, c'est différent. Vous venez déjà avec une compétence et nous, on émet des fiches d'emploi pour vous recruter en fonction de vos compétences. Voilà. Si par exemple je ne souhaite pas m'engager tout de suite dans l'armée de l'air et de l'espace ou même dans quelconque autre armée, que je suis un peu plus vieux, que j'ai on va dire un profil type 25 ans voire plus, est-ce qu'on peut quand même s'engager au-delà de cet âge-là où il faut absolument être recruté quand on est jeune ? Alors nos critères à l'heure actuelle, c'est moins de 30 ans. Voilà. Donc nationalité française, JAPD effectué, enfin JDC maintenant, je suis un petit peu ancien, donc journée du citoyen. Et le diplôme qui va bien en fonction du statut à recruter. Voilà. On va retrouver quasiment beaucoup de métiers qu'on retrouve dans le civil de tous les jours. Bien sûr, on va avoir une orientation assez scientifique pour pas mal de domaines, mais on va avoir aussi pour du littéraire. Je pense à la maintenance aéronautique, qui est un petit peu notre spécificité, puisqu'on a 6 types de mécaniciens différents pour réparer que ce soit les avions ou les matériels environnement pour travailler. On va retrouver notre sécurité protection qui, eux, vont être quelque part notre armée de terre de l'armée de l'air, puisqu'on va avoir des fusiliers de l'air, des maîtres chiens de l'air.
On va retrouver les bâtiments en travaux publics, tout ce qui est infrastructure, le transport, chauffeur routier, la cybersécurité, télécommunications, qui est important aujourd'hui. On recrute énormément dans le numérique et on forme en programmeur en informatique. On va former dans plusieurs domaines du numérique. Et des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus récents comme celui de la communication, parce que les réseaux sociaux maintenant c'est un pan très important, et surtout pour recruter de nouveaux soldats. Tout à fait, la communication, donc vidéaste, photographe, reportage, voilà, pour diffuser notre image et aussi pour relayer les informations qu'on peut avoir sur le terrain. Les fake news aujourd'hui font partie du quotidien, on peut le voir aux informations, hein, on le répète assez, et ça permet de marquer les interventions de l'armée de l'air et d'amener une communication cohérente et vraie de l'information, voilà, pour les armées. Un mot peut-être à annoncer aux jeunes pour donner envie justement à ces jeunes de s'engager. Si vous voulez voyager, voir du pays, parce que j'ai énormément voyagé durant ma carrière et je ne regrette pas, on peut mettre un stand-by sa vie, bouger, voyager et revenir sur ses lieux de naissance. J'en suis un exemple même, puisque je suis normand. Je suis né en Normandie, j'ai fait mes études à Saint-Lô. Je suis parti, j'ai voyagé, j'ai été en Lorraine, j'ai fait 3 ans en Amérique du Sud. J'ai voyagé dans le sud, puisque je reviens d'Avignon, à côté donc à Orange, à côté d'Avignon. Et je suis revenu dans ma Normandie natale pour finir ma carrière tranquille. Donc un mot d'ordre, engagez-vous. Engagez-vous et venez voir du pays chez nous. Alors avec Christophe, cette fois-ci de l'armée de terre, après avoir fait l'armée de l'air, on va redescendre un petit peu les 2 pieds au sol. Là on est bien ancré, c'est parfait. Alors Christophe, tu es ici pour les commémorations du 80e anniversaire du débarquement, et surtout parce qu'il y a une histoire très forte avec l'Institut Le Monnier. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton rôle ici ? Alors moi déjà, j'ai toujours un pincement au cœur quand je viens à Le Monnier, parce que je trouve des élèves et des professeurs exceptionnels. Voilà, je trouve que c'est un super lycée. Fêter les commémorations du 80e anniversaire et voir ces gerbes de fleurs et ce monument qui a été ce matin on a inauguré ce beau monument fait par les élèves. Moi je reste toujours ému. J'ai trouvé des élèves émus. Franchement une très très belle cérémonie quoi. Moi je suis j'ai encore des poils sur les bras parce que c'est vraiment une très très belle cérémonie. Et avec des élèves qui étaient tous très attentifs aussi à ce qui se passait. Absolument. Donc c'est quand même le devoir de mémoire. Je suis satisfait de voir ceci. Donc ça me fait chaud au cœur. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et donc l'armée de terre a décidé de s'implanter ici toute cette journée pour aussi faire un petit peu la promotion de ce que vous proposez ici. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer globalement ce qu'est l'armée de terre et qu'est-ce qu'on y retrouve ? Alors déjà, moi, Le Monnier, l'Institut Le Monnier, c'est le lycée par excellence. Parce que derrière, on va trouver des jeunes qui sont en filière générale. On a des filières technologiques, donc le bac STI 2D, entre autres. On a des CAP, tout ce qui est clim. On a des gens bac pro, des BTS. Donc nous, c'est une source des futurs candidats qu'on a besoin. Parce que là, maintenant, c'est hyper important dans l'armée de terre. On ne peut pas avoir des combattants de l'infanterie s'il n'y a pas des maintenanciers derrière pour réparer les véhicules, pour réparer l'armement, ainsi de suite. Donc du coup, ces jeunes, nous, on est contents de les rencontrer et leur expliquer qu'on peut faire des belles choses dans l'armée de terre. Voilà. On leur dit toujours, bosse, passe ton diplôme. Si tu vas en Parcoursup, va en Parcoursup, mais tu auras toujours ta place chez nous. Voilà. À partir du moment que tu es sportif, que tu es apte médicalement, c'est logique, derrière, tu auras toujours ta place derrière nous. Donc c'est hyper important. Et Le Monnier a toutes ces filières où l'armée de terre a besoin. C'est ce qu'on appelle les métiers en tension. Voilà. Combien de postes recrutés chaque année ? Alors, nous, c'est un peu particulier, contrairement aux autres armées. Nous, l'armée de terre, c'est 16 000 postes. Parce que derrière, on est, déjà les plus nombreux, on est 130 000, entre autres. Mais derrière, on a aussi le recrutement pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui est déjà un gros recrutement. Et derrière, aussi, on recrute pour le service de l'énergie opérationnelle. Ce sont des gens méconnus. Ce sont les gens, en gros, on appelle ça les agents pétroliers. Ceux qui vont ramener le carburant, soit sur un port, soit sur une base aérienne, ou soit pour ravitailler tout simplement les véhicules de l'armée de terre. On a aussi très méconnu, et pourtant c'est hyper important, les unités d'intervention et d'instruction de la sécurité civile, parce que eux, c'est tout ce qui est catastrophe naturelle. Donc l'armée de terre est en charge du recrutement de ces gens-là, quoi.
Et donc ces fameuses catastrophes naturelles qui ont tendance à revenir beaucoup plus souvent ces dernières années. Absolument, c'est pour ça que le président de la République, notre chef des armées, a décidé de créer une nouvelle unité qui va à côté de Bordeaux, Libourne. Ça sera la 4e unité, parce que derrière on en a besoin. Parce que derrière, on voit ce qui se passe en France, on voit ce qui s'est passé à Mayotte. Dernièrement, ce qui s'est passé au Canada, le Canada a demandé un renfort de la France, donc on a envoyé des unités d'intervention de la sécurité civile. Est-ce que vous pouvez nous dire les secteurs d'activité qui pourraient être présents ici à l'armée de terre pour peut-être donner envie aux jeunes de s'engager? J'ai envie de leur dire, si tu veux pas faire un métier comme les autres, si tu as envie de voyager, si tu as envie de faire du sport, si tu as envie de te rendre utile, viens nous rejoindre. Déjà, viens pousser la porte du CIRFA. Et derrière, tu auras un conseiller qui sera prêt à t'expliquer qu'est-ce qu'on recherche et qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Tout le monde a sa chance. Que tu as 17 ans et demi, moins de 32, que tu n'as pas de diplôme ou tu as un Master 2, si à un moment que tu es motivé, tu es déterminé, tu as ta place. Tu as ta place. Donc le mot d'ordre? Venez nous découvrir, venez nous rencontrer et on sera heureux de vous informer. Avec Denis, cette fois-ci de la Marine nationale. Donc là, après être parti dans l'espace, après être revenu les pieds sur terre, nous allons maintenant flotter avec Denis. Bonjour Denis. Bonjour, enchanté. Très important comme journée parce qu'on fête aujourd'hui les 80 ans du débarquement, les commémorations. Beaucoup de monde à l'Institut Lemonnier. Quel sentiment vous partagez aujourd'hui? Écoutez, un sentiment déjà de fierté d'être présent ici pour les commémorations. Au niveau de la marine, on a été sollicité avec les commandos non loin d'ici à Ouistreham, et c'est vrai que les bombardements qu'ont subit la région normande, eh bien, on les voit tous les jours, et on a pu voir aussi, mesurer l'importance de ces bombardements avec les témoignages qu'on a eus ce matin durant les commémorations ici à l'Institut. Donc voilà, c'est vraiment un sentiment de fierté d'être présent, de représenter aussi les armées, la marine, et puis l'importance en tout cas qu'on a pu voir aussi à travers le respect que les élèves de l'Institut ont eu lors de ces commémorations avec l'ensemble de tout l'établissement. C'était quand même assez impressionnant et on a apprécié, vraiment. La marine aujourd'hui, c'est combien de postes qui recrutent? Alors au niveau de la marine, on est 40 000 marins, on recrute 4 000 personnes par an dans différents domaines, 14 domaines pour être exact, et 80 métiers. Donc on a des métiers communs aux différentes armées, on a des métiers un petit peu plus spécifiques au niveau de la marine nationale, notamment dans le domaine nucléaire, dans le domaine de la plongée sous-marine. Par rapport à la Seconde Guerre mondiale, on a des plongeurs démineurs qui encore neutralisent des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des spécialités qu'on retrouve chez nous, mais on a des métiers aussi tout à fait communs aux autres armées et des métiers communs aussi dans le civil que l'on retrouve dans la marine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune aujourd'hui qui souhaiterait s'engager dans la marine? Déjà, c'est de bien identifier l'environnement dans lequel on souhaite évoluer. La marine nationale permet d'évoluer aussi bien en mer, sur des bateaux, dans les sous-marins aussi, dans l'aéronautique navale, les avions, les hélicoptères. Et puis c'est aussi, on a souvent une image assez erronée de la marine en se disant la marine nationale c'est des marins sur des bateaux. Eh bien non, on a la moitié des marins qui sont affectés à terre. Les marins les plus proches d'ici sont affectés au sémaphore de Port-en-Bessin. Donc c'est des métiers qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais qui ont toute leur importance dans tout ce qui est surveillance du littoral et sauvetage en mer. Et aujourd'hui, être marin, est-ce que ça veut dire quitter sa famille, être très, très souvent sur l'eau finalement? Alors, ça dépend toujours de l'environnement que l'on choisit. Bien évidemment, quelqu'un qui va opter pour des spécialités qui lui permettent de naviguer pourra s'absenter peut-être 4-6 mois durant l'année civile, être loin de ses proches. Mais vous avez des métiers aussi qui peuvent vous permettre en tout cas d'avoir une certaine stabilité géographique. Je parlais du sémaphore de Port-en-Bessin. Eh bien, on fait du recrutement local au sémaphore de Port-en-Bessin. On fait également du recrutement local à Cherbourg dans différents domaines, notamment dans le domaine de la mécanique, tout ce qui est technicien en atelier naval, des menuisiers. Les formations que propose l'Institut Lemonnier, eh bien voilà, il y a des postes à pourvoir à Cherbourg, permettant finalement à des jeunes Normands d'avoir une stabilité géographique, un emploi, un CDD à Cherbourg et pas forcément partir loin si on le souhaite. Merci beaucoup Denis. Vous venez de les entendre, Jonathan de l'armée de l'air et de l'espace, Christophe de l'armée de terre et Denis de la marine nationale. Nous allons désormais passer aux ateliers qui ont été réalisés par les élèves des différents lycées participants au village de la Paix. Nous avons bien sûr 5 établissements, à commencer par l'Institut Lemonnier, le lycée La Salle à Montebourg, le lycée agricole de Tourville-sur-Pont-de-Mer,
le lycée agricole de Nonant-le-Pin et enfin le lycée agricole de JL Courteil. Au total, ce sont 8 ateliers qui ont été proposés et je vous propose de découvrir le premier sans plus attendre. Le premier atelier consistait à créer une mini-série documentaire sur le thème de Zali. Atelier mené par Clémentine, Baptiste, Inès, Elsa, Ethan, Antoine et Clara de l'Institut Lemonnier. Plein de découvertes et de voyages en tout genre. Du coup, c'était cool du coup. Voilà. Ça nous a permis de faire pas mal de voyages, comme Berlin en particulier, ce qui était assez cool. Et le projet en lui-même était intéressant. Comment vous avez pu créer ce projet de film documentaire ? Grâce à des aides extérieures telles que Reda Jaffer, qui était entre autres vidéaste. Ça nous a donc permis beaucoup de possibilités de façon à monter le projet. Les dessins que l'on voit tout au long de ces documentaires, ils ont été réalisés par cette même personne également ? Oui, avec notre collaboration. Et vous étiez combien sur le projet ? On était toute notre classe, donc on devait être 17 et 18 avec les aides extérieures. Donc vous avez parlé de ce voyage à Berlin et non à Auschwitz durant la saison 2021-2022. Qu'est-ce que vous y avez fait à Berlin pour recueillir autant de témoignages ? On a visité des musées et des archives de façon à recueillir le maximum de documents pour retracer son histoire. Pourquoi Zali en particulier ? Parce que son histoire était pas totalement su en entier, c'était un peu non élucidé, donc c'est pour ça qu'on a fait un travail un peu d'historien, entre guillemets. Comment ça a commencé ? C'est nos professeurs qui nous ont parlé de plusieurs déportés, et sauf qu'en général, en fait, quasiment tous les déportés sont morts à Auschwitz-Birkenau, sauf que Zali a été l'une des rescapées de Auschwitz-Birkenau, et donc on s'est dit, on pense que c'était mieux de prendre quelqu'un qui était rescapé, de pouvoir faire du début jusqu'à la fin et puis ensuite pouvoir développer, de voir comment malgré cette tragédie elle a pu remonter, vaincre. Je pense elle aura toujours ses traumatismes à vie, c'est normal, mais quand même réussir à fonder une famille, etc. et peut-être penser à autre chose, quoi. De votre regard de lycéen, comment vous appréhendez un petit peu le projet à l'approche bien sûr de ces 80e anniversaire du débarquement ? Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'au moins ça permet de pas oublier et que de chaque année de montrer que voilà il y a eu pas mal de morts malheureusement, qu'il y a eu que c'est une histoire importante, qu'il faut pas oublier, que même pour les générations futures c'est important et même c'est surtout pour transmettre surtout et au moins de pas oublier et de permettre aux générations futures de voir ce qui s'est passé. Et puis moi je trouve que c'est bien de le rappeler chaque année et de ne pas oublier. Et donc du coup Clémentine, dernière question, est-ce que tu peux nous expliquer combien de temps dure ce documentaire, où est-ce qu'on peut le retrouver et globalement qu'est-ce qu'on va y retrouver sur l'ensemble des épisodes ? Alors le documentaire dans sa totalité c'est en général 10 minutes. On voulait pas que ça dure trop longtemps pour éviter de perdre l'attention du téléspectateur. Le documentaire il se trouve sur YouTube, donc il est en format de 3 épisodes. Et donc c'est sur la page Institut Lemonnier, vous tapez Zali et puis vous allez le trouver. Mini-série documentaire à retrouver bien sûr sur le YouTube de l'Institut Lemonnier de Caen. Vous tapez Institut Lemonnier Zali et vous retrouverez les 3 épisodes assez simplement. Nous passons désormais à un autre atelier. Il s'agit d'un recueil avec des recherches documentaires qui ont été réalisées par Lucas et Jules et d'autres élèves de la seconde GT de l'Institut Lemonnier. On les écoute. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce recueil ? Quel est le projet ? En fait, l'atelier, ça retrace un peu le recueil qu'on a fait. On l'a fait avec notre classe. On est 6 dans notre classe. On a parlé des victimes de l'Institut Lemonnier. Des bâtiments détruits et on a cité des recueils et tout de Bout. Ouais, témoignages. Ouais. De François-Claude de Bout et de Jean Bayon. D'autres témoignages comme André Rosé, Jean Blassy et d'autres. Comment ça s'est construit ce projet-là ? Quelle a été votre implication finalement ? Qu'est-ce que vous avez fait vous ? On est allé aux archives de Caen pour chercher un peu les documents et tout des victimes. On a pu voir qu'ils étaient morts pour la France. On a pu voir comment ils étaient morts, leur date de mort, de naissance. Et on a vu un peu tout ça. On a tout remis dans le recueil, on a fait des groupes.
Et tous les groupes, ils ont remis dans le recueil en expliquant un peu comment ça s'est passé. On est allé aussi au musée des victimes civiles. Au musée des victimes civiles, afin d'en découvrir plus sur les civils durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui pouvait compléter les archives de camps sur les civils. On a collaboré avec d'anciens élèves de l'ADB qui ont pu nous fournir des photos. Là, on va parler plus spécifiquement de l'atelier que vous êtes en train d'animer en présence de votre professeur d'histoire géo Thierry Bogaki. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on peut y voir? On voit qu'un diaporama est affiché sur grand écran. Ces images qui défilent, est-ce que c'est vous qui êtes allé les chercher? Oui, on a été les chercher sur les archives de camp, ainsi que des documents officiels. Ça sert à animer les propos de ce qu'on parle, comme les bombardements, la nuit du 6 au 7 juin, les victimes de l'aumônier, l'exode, quand ils sont partis de l'aumônier pour fuir le bombardement. Le projet permet de sensibiliser et d'informer les jeunes de l'Institut. Il permet de leur en faire découvrir plus sur les anciens élèves et ce qu'ils ont subi lors des bombardements. Une pensée à ceux du passé. Et pour se souvenir, nous sommes allés en direction d'un autre atelier avec d'autres élèves de l'Institut Lemonnier. On cite les prénoms qui ont participé à ce projet: Johan, Isaline, Hugo, Clément, Axel, Marin, Maël, Léandrie et Arnaud. C'est un atelier un peu spécifique parce que c'est un atelier qui permet de créer des accessoires, et des accessoires qui peuvent se mettre sur une veste par exemple. Oui, c'est exactement ça. C'est un élément de mode, un effet, le pins, c'était quelque chose qui était à la mode dans les années 80-90. Et on a vu que ça fait quelques années que c'est revenu, ça revient. Je vois plus d'amis, de proches, voire plus, qui portent des pins. Et nous, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. Notamment que cette année, c'est le 80e anniversaire de débarquement en Normandie. On s'est dit, nous qui sommes élèves normands à Caen, donc on est au cœur de ça. On s'est dit, il y a quelque chose à jouer, donc on va faire un pin sur le 80e. Alors, quel type de pin vous avez proposé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a créé 3 pins. Donc le pins 80e, qu'on distribue exceptionnellement à nos invités parce qu'il y a eu une cérémonie pour rendre hommage à des élèves qui sont malheureusement décédés lors du débarquement. Et nous avons fait un pins fleur du souvenir, donc, qui comporte le bleuet de France pour les soldats français, le coquelicot du Commonwealth et la pâquerette pour les soldats belges. Et globalement, la suite de ce projet-là? Alors nous, c'est une entreprise, c'est sous couvert de EPA Normandie, donc c'est un énorme concours où il y a plein d'établissements, notamment des établissements scolaires partout en France, qui organisent des concours, des finales, des concours régionaux puis nationaux. Donc là, nous, on va concourir pour la Normandie, dès demain d'ailleurs, pour représenter la Normandie le 6 juin à Paris. Eh ben, je me dirige désormais vers Isaline, qui est aussi une actrice de ce projet de pins. Alors, les pins, avant de les vendre, il faut les créer. Exactement. Alors, comment ça se passe? Et nous, on va venir avoir un logiciel et ensuite, on va tout simplement cautionner toutes nos idées en même temps et ensuite, on va envoyer notre prototype à la dame qui travaille pour nous. Et ensuite, si jamais ça plaît pas, on fait les petites modifications et voilà. Et l'argent récolté va servir essentiellement à refinancer les mini-entreprises pour les années prochaines. Et 20% des sommes qu'on a générées vont être distribuées au Bleu de France et la lutte contre le cancer. Nous passons sur un autre atelier, le dernier proposé par l'Institut Lemonnier. Là, il s'agit d'un travail de recherche documentaire autour de 2 portraits. Alors, vous me pardonnez la prononciation, Ernst Strassvogel et Isaac Goldstagen. Nous avons eu la chance d'interroger Thibaut de l'Institut Lemonnier et d'autres élèves de la classe aménagement paysager ainsi que Nathan étaient présents également pour présenter cet atelier. On avait comme but de présenter un personnage qui travaillait autant que Sonderkommando à Auschwitz. Et on devait faire un travail de recherche
pour qu'ils puissent retrouver certains documents, pour qu'ils puissent répondre aux questions et retrouver à travers l'histoire du personnage qu'il aurait pu vécu lors du camp. Donc finalement là on demande aux personnes qui participent à cet atelier de récupérer l'ensemble des informations, récupérer ce qui est intéressant et de pouvoir répondre à un questionnaire finalement pour connaître un peu plus la vie de ce personnage qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et vécu la vie terrible dans les camps de concentration. Oui, tout à fait, c'est cela. Et savoir aussi leur horrible histoire et leurs horribles conditions de vie, c'est assez important. Ça marque beaucoup de gens. Sachant que j'ai fait ce voyage-là l'année dernière et qu'on est resté beaucoup plus longtemps que certains déportés qui sont arrivés. Donc c'est quand même assez choquant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous expliquer qu'est-ce qu'on retrouve comme type de documents pour qu'on puisse comprendre un peu plus Comme document, on peut retrouver des documents comme une sorte de carte d'identité du personnage. On peut retrouver des lettres. On peut retrouver aussi des lettres des numéros de convoi, etc. Alors, on est quasiment sur une énigme, voire un escape game, sauf que là on n'est pas enfermé. Et il y a un objet là en plein milieu qui m'intrigue, qu'est-ce que c'est? Alors ça servait pour faire de la couture. C'est un objet qu'ils utilisaient les couturiers. Donc en bois? C'est ça, pour refaire de la couture. On dirait une sorte de mini-flûte à l'intérieur, il y a des trous. À quoi ça correspond en fait? C'est pour faire passer les fils ça? En fait, ça s'explique plutôt manuellement. Ça s'explique plutôt manuellement, donc je vais essayer de décrire parce que tu es en train de manipuler. Donc effectivement, on a une sorte... en fait, imaginez un crayon avec les deux bouts qui sont taillés. Et en fait, on a une sorte de piquet qui en fait qui s'enlève, non c'est ça? Une sorte de piquet à l'intérieur. Et globalement, un objet intérieur sous forme plutôt cylindrique. Et les trois trous, j'imagine, c'est pour faire passer les fils, c'est ça? C'est ça. Ok. Et globalement, c'est ceux qu'ils utilisaient à l'époque pour faire de la couture. Mais est-ce que c'était utilisé dans les camps de concentration à tout hasard? Non, ça c'était son métier. C'était le métier qu'il faisait de tous les jours avant d'aller au camp de concentration. Et donc là, si on reprend la liste des questions, quel type de questions on va pouvoir retrouver sur ce document? Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement avant de conclure? Déjà, il y a toute la vie, sa situation familiale, etc. Donc il y a beaucoup de questions sur ce niveau-là. Ensuite, il y a des questions sur son arrestation. Et il y a des questions sur Auschwitz qui n'est pas trop rapport avec le personnage, mais quand même parce qu'on veut savoir où est-ce qu'il a été déporté, dans quel crématorium, etc. Et après, c'est des questions sur les lettres. Sur des lettres qu'il avait écrites et qui n'a jamais pu être remis aux familles ou autre. Donc un vrai travail de recherche d'historien que l'on propose gratuitement ici à l'Institut Le Monnier. Et surtout que là, on ne l'a pas dit, mais on a aussi nos correspondants allemands qui sont venus d'Allemagne pour les commémorations et aussi pour visiter un petit peu le pays. Vous avez pu les entendre d'ailleurs. Et qui se prêtent aussi au jeu des questions. Donc c'est encore plus difficile pour eux parce que tout est en français, il n'y a pas de traduction en allemand. Et bien, merci beaucoup Thibaut d'avoir répondu à mes questions. De rien. Partons désormais vers d'autres horizons, cette fois-ci avec plusieurs élèves. Nous avons Charlotte, Océane, Lucie, Roxane du lycée Tourville sur Pont-de-Mer. Ils nous ont proposé des regards croisés, écoutez bien. Nous sommes sur l'atelier Le Maquis sur Couffe. Alors qu'est-ce que c'est le Maquis sur Couffe, s'il vous plaît, quelqu'un qui peut me répondre? Le Maquis sur Couffe, c'est un réseau de résistance sur Tourville sur Pont-de-Mer qui était là avant. Qui était tenu par Robert Leblanc, le chef. Et la secrétaire était Simone Sutter, alias Puce, qui était son nom de code pour ne pas se faire repérer. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que vous présentez pendant cet atelier-là? Combien de temps ça dure et qu'est-ce que vous présentez aux différents élèves? On raconte l'histoire, ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé aussi. On explique que Violette s'est transformée, elle était à moitié garçon manqué et lesbienne. En gros, on parle du destin de Violette Maurice et de Simone Sauter qui se croisent durant les années. Comment vous avez créé le projet, le diaporama, tout ça? Des recherches grâce à des bandes dessinées qui ont été faites. Et il y a aussi un monsieur, c'est-à-dire un fils de résistant, qui est venu nous parler au lycée pendant 2 heures avec les 3e, ceux qui participaient au projet du diaporama.
et des 4e. Il nous a expliqué toute la vie sur Violette Maurus, sur Simone Sauter. Il nous a tout expliqué. Du coup, on a détaillé la vie de Violette Maurus et de Simone Sauter et leur destin. En fait, Simone, elle a connu Violette Maurus car elle est décédée. C'était toute une histoire. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur le projet ? 1 mois à peu près. Et globalement, vos recherches, vous les avez fait comment ? Par le cimetière, par les visites qu'on a eues, par nos cours aussi, parce qu'on a une prof d'histoire qui nous a fait des cours sur ça et qui nous a demandé de le présenter aussi pour les éco-délégués. Et on s'est aidé à propos de ces recherches-là. Il nous reste encore quelques ateliers à voir ensemble, et notamment c'est celui de l'atelier Dessin pour la paix, qui a été réalisé par le lycée Yves Vérel à Nonant-le-Pin. Nous avons pu avoir Naomi, Léo, Louis, ainsi que Sophie qui était leur accompagnatrice. On vous propose d'écouter ça maintenant. Alors c'est un dessin pour la paix, donc une fresque qui a été réalisée par plusieurs élèves. Donc il y a le logo du lycée et plusieurs éléments de symboles de la paix comme la colombe. Il y a le symbole V avec la main. Le rabot d'Olivier également, et les coquelicots blancs. Ah oui, donc le logo du lycée, effectivement, je voyais un X, mais en fait c'est un Y qui est entremêlé avec un V pour Yves Vérel, j'imagine. D'accord. Et en fait, donc le dessin, il est sur une toile complètement blanche. On retrouve notamment le signe de la paix, peace, comme on dit, avec l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel, qui rappelle un petit peu aussi le drapeau LGBT, j'ai l'impression. Pourquoi ce choix-là ? Parce que c'est un symbole qui est tout d'abord qui représente la paix, et quelques années après, il ressortait comme le drapeau LGBT. Ça s'accompagne aussi d'un peu d'inscription. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça sort ? Alors, il y a une citation du pape François qui demande à toutes les personnes de bonne volonté de contribuer à créer une culture de la rencontre, de la solidarité et de la paix. Et à quoi te fait penser cette phrase ? À la paix dans le monde et toute la solidarité qu'on peut avoir entre nous. Combien de temps ça t'a pris pour faire ce dessin ? Alors beaucoup d'heures. Déjà, il faut l'imaginer, faire un brouillon et après le réaliser sur une toile. Donc, énormément d'heures quand même. Un dessin qui reste quand même assez sommaire parce que c'est sur une toile blanche et on voit qu'il y a du collage, j'ai l'impression. On dirait un petit peu, tu sais, je sais pas, tu me reprendras, mais un peu de papier journaux que tu recolles après sur une affiche. Moi, ça me fait penser un peu à ça. Quelle était ton inspiration sur le moment, reprendre tous ces éléments ? Alors donc dans un premier temps, on a fait le logo à la peinture et après pour se simplifier la tâche, on a imprimé les logos et on les a collés pour que ce soit plus simple et qu'on gagne du temps quand même, parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. Sur le logo Yves Vérel que l'on voit, il y a plusieurs indications, notamment on voit en premier lieu 2 points levés vers le ciel avec une carabine. J'imagine une carabine qui se casse. Oui, c'est ça. Donc c'est une arme qui est cassée en deux comme symbole de paix, pour dire qu'une fois qu'une arme est cassée, on ne peut plus combattre. Juste au-dessus de cette carabine, il y a une inscription, alors je ne sais pas en quelle langue. Ah oui, donc c'est paix en hébreu, donc qui veut dire la paix, qui est surtout utilisée pour arrêter les conflits israélo-palestiniens, malheureusement qui n'a pas lieu en ce moment avec le conflit du Hamas. Donc là tu as décidé effectivement de mélanger les commémorations du 80e anniversaire avec ce qui se passe aussi de l'autre côté de l'Europe. Ouais. Et bien en fait c'est pas fait exprès parce que nous ça on l'a fait bien avant que le conflit ait lieu. Quel message tu aimerais faire passer aux générations comme la tienne et générations futures ? De ne pas gérer les conflits avec force, mais plutôt en parlant, sans se battre ou quoi que ce soit. Choisir la paix, c'est ce qu'ont décidé de proposer le lycée Montebourg. On a pu interroger Timéo et Erwan. Parler de la paix, c'est facile. Faire la paix, c'est beaucoup plus compliqué que déclarer la guerre, et ils vont nous l'expliquer. L'atelier consiste à discuter sans avoir de problème, calmement, sans de violence. C'est ce que les gens de la paix nous ont appris sur cet atelier. Il a été dit tout à l'heure pendant la conférence qu'il était beaucoup plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça. C'est plus facile de tirer sur l'autre que de parler face à face. Qu'est-ce qui est présenté aux personnes ? Là, il y a un autre groupe qui est en train de s'installer.
On parle d'un parachutiste qui s'est accroché sur une église. Il s'appelle John Street. Et donc globalement, qu'est-ce qu'il a fait, ce parachutiste? Il a sauté, il s'est accroché sur l'église, comme j'ai dit tout à l'heure. Et il a un Allemand qui voulait le tuer. Mais il a son collègue qui lui a dit de ne pas tirer. Parce qu'on ne tue pas dans une église, du coup ils l'ont aidé à se décrocher. Et donc en fait c'est un documentaire qui est diffusé, c'est ça? Oui. Et après s'ensuit une série j'ai l'impression de questions-réponses avec le public. Quel genre de questions on a pu entendre tout à l'heure? Qu'est-ce qu'est la paix? Les mots les plus importants qui étaient dits dans le petit reportage. Le tableau qui a été peint dans l'église de Sainte-Mère-Église, qui est maintenant accroché dans la grange de la paix. Donc en fait le mot d'ordre de cet atelier c'est de montrer que effectivement il faut d'abord prôner la paix et mettre de côté la guerre. Ouais, c'est ça. Thierry Bogaki, professeur enseignant d'histoire-géographie, on arrive sur la fin de cette journée, mais il y avait un atelier qu'on n'a pas eu la chance d'avoir, qui était en plein extérieur. En plus, le temps était clément pour cet atelier. Ouais, alors cet atelier, c'était un atelier qui était créé, proposé par le lycée agricole de Giel-Courteil. C'est un jeu qu'ils avons appelé la balle de la paix. Il s'agissait de faire tenir à plusieurs en équilibre une balle sur un ergot en bois et de le mettre dans un cylindre. Il y avait 8, c'était quand on tendait les ficelles, ça donnait la forme d'une étoile avec 8 drapeaux européens, voilà, symbole de paix et l'équilibre entre les nations et l'équilibre de la paix. Alors cet atelier a été créé par une enseignante d'éducation culturelle de Giel-Courteil qui s'appelle Nadège Benoît. Merci à Thierry Bogaki, professeur d'histoire géo à l'Institut Le Monnier. On va remercier l'ensemble des établissements qui ont participé au village de la paix, à savoir l'Institut Le Monnier bien sûr, et 4 établissements du réseau CNAP Normandie, le lycée de Tourville sur Pont-Audemer, le lycée Yves-Vérel à Nonan-le-Pin, le lycée de l'Abbaye de Montebourg et le lycée Giel Don Bosco. Nous allons remercier également l'ensemble des partenaires qui ont participé également de près ou de loin à l'ensemble des ateliers et des animations prévues toute cette journée, à savoir le Souvenir français du Calvados, l'Union nationale des officiers de réserve du Calvados, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du Calvados, les centres d'information et de recrutement des forces armées, la ville de Caen, la région Normandie, le service historique de la défense, division des archives des conflits contemporains, l'évêché de Bayeux-Lisieux, l'association des anciens et amis de Don Bosco de l'Institut Le Monnier. C'était dans les coulisses du village de la paix à l'Institut Le Monnier. Merci de nous avoir écoutés et à très vite sur les ondes.